Minuit ce soir, toute la région Île-de-France va basculer dans cette nouvelle ère. 12 millions de personnes sont concernées. Fini donc la télé analogique, avec 6 canaux seulement. Même si vous êtes déjà nombreux en France à posséder la TNT, nous allons essayer de décrypter et de mieux vous faire comprendre les enjeux de cette petite révolution. Émission spéciale que nous organisons en partenariat avec le quotidien Le Parisien, avec à mes côtés Marc Pellerin. Bonjour. Bonjour Michael, nous avons en face de nous Michel Boyon, un invité exceptionnel. C'est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Michel Boyon, vous allez répondre aux questions de 6 lecteurs du Parisien, tous habitant évidemment ou Paris, ou la première couronne, ou la deuxième couronne. Ils ont tous des questions pratiques à vous poser, mais comme ce n'est pas la première fois qu'une région bascule en tout numérique, il y en a d'autres qui sont passés avant nous, un tiers de la France est déjà passé, a franchi le pas. Est-ce que vous avez le trac? Est-ce que vous avez la peur des couacs? D'abord, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Public Sénat. Je n'ai pas le trac, non, simplement je suis très vigilant, comme toutes les personnes qui travaillent à mes côtés depuis des mois et des mois, des années et des années sur ce sujet. Nous avons effectivement l'expérience de 13 régions, de l'Alsace à la Bretagne, de la Normandie à la Bourgogne, l'Île-de-France est donc la 14e région. Les choses se sont à chaque fois beaucoup mieux passées encore que nous ne l'aurions espéré il y a 1 an ou 2 ans. Le processus est totalement maîtrisé. Donc c'est parti pour le numérique. On va expliquer exactement ce qu'est le numérique avant de passer aux questions de nos invités ce soir. Le passage au numérique est une avancée majeure. Il faut donc expliquer en quoi cela va changer notre vie. Serons-nous tous concernés par le numérique? Les explications d'Aurélien Romano. La télévision numérique terrestre représente 2 avancées majeures. Premier avantage, plus de chaînes gratuites, 19 au lieu de 6 actuellement, ainsi que des chaînes locales en fonction des régions. Deuxième avantage, l'image et le son sont de meilleure qualité. Le signal numérique est reçu par les mêmes antennes que le hertzien, pas de changement majeur donc, il faut juste un adaptateur TNT par poste de télévision. Êtes-vous concerné? Si votre télévision date d'avant 1981, il faut en racheter une, car il n'y a pas de prise Péritel pour brancher l'adaptateur TNT. Si votre poste a été acheté entre 1981 et 2006, vous avez juste besoin d'acquérir l'adaptateur TNT. Depuis 2006, vous êtes déjà équipé, votre téléviseur a la TNT intégrée. Dans tous les cas, vous devrez effectuer une nouvelle recherche des chaînes demain. Il faut appuyer sur la touche menu de la télécommande. Ensuite, il faut aller dans le sous-menu configuration. Là, on choisit installation des chaînes. On confirme le choix d'installation des chaînes, on fait recherche automatique et on lance la recherche automatique par la touche OK. Une procédure assez simple, il faut juste laisser la recherche aller à son terme. C'est parti aussi pour les questions de nos invités. Dalia Chekaoui, bonjour. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous venez de Paris et vous avez une question à poser directement à Michel Boyon. Voilà, alors ma première question sera assez large. En fait, il s'agit de savoir si selon vous, l'arrêt de l'analogique et le passage à l'ère du tout numérique constituaient une véritable révolution. Alors j'ai envie de vous dire oui, mais je ne voudrais pas que vos révolutions fassent peur. Parce que nous vivons avec le numérique, vous, moi, toutes les Françaises, tous les Français depuis très longtemps. L'application du numérique dans l'audiovisuel, dans la télévision, c'est tout simplement l'utilisation massive, générale des technologies informatiques. Donc il ne faut pas que ça fasse peur, ce sont des choses qui nous sont très familières. Il y a eu des mauvais bruits qui ont circulé dans le passé, et encore l'année dernière, sur les conséquences du passage au tout numérique, et notamment sur l'arrêt de la diffusion analogique. Et il y a des gens qui disaient « Oh, mais il va y avoir des centaines de milliers de foyers, des millions de foyers qui vont se retrouver avec un écran noir pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. » Ces gens n'étaient pas toujours très désintéressés. Une question maintenant de Xavier Noisilier. Donc, vous habitez Melun, vous avez 36 ans. Oui. Vous avez une question sur la fiabilité. Oui. Alors j'aurais voulu savoir, est-ce que la TNT, on va bientôt y passer, est-ce que c'est vraiment fiable ou pas? C'est encore plus fiable que la télévision d'avant, celle que nous allons avoir encore jusqu'à ce soir à minuit. Alors il y aura toujours des pannes sur des émetteurs, hein, ça c'est normal. Un jour ou l'autre, il y a une panne sur un émetteur parce qu'il y a un fusible qui a sauté, parce qu'il y a une pièce trop ancienne qui n'a pas été révisée à temps. Mais la fiabilité du procédé est tout à fait certaine. Aussi bien lorsque l'image, lorsque le signal
part depuis la régie de la chaîne de télévision jusqu'au moment où ce signal arrive au domicile du particulier. Mais peut-être Xavier voulait-il vous faire remarquer que de temps en temps, il constate sur son poste de télévision des choses pas normales. Oui. Plein de petites pixels en fait. Ça brouille, c'est pas net. Est-ce que vous avez cherché par exemple à régler l'antenne qui est sur le toit de votre maison? Oui. Et c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Et vous êtes, l'antenne est orientée vers quel émetteur? Alors là, bonne question. Comme beaucoup de Français, monsieur ne sait pas de quel émetteur il Je dépend. lui en veux pas, mais du coup j'ai un peu de mal à lui dire, vous devriez peut-être vous orienter vers tel autre émetteur, Aussi, ce qui supprimerait la pixelisation, puisque c'est le mot à employer, Justement, vous vers l'avez qui il dit. faut se retourner dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut aller vers le syndicat des propriétaires? Comment ça se passe exactement? C'est une maison individuelle? Non, Dans les- bâtiment en fait. Un appartement? Un appartement. Collectif. Un appartement? Oui. Et vous êtes locataire Oui, locataire, oui. Ben, il faut que vous alliez vous adressiez au bailleur, je ne sais pas si c'est un fils HLM ou un bailleur privé, vous adressez à lui et vous lui dites d'entreprendre une vérification qui bénéficiera d'ailleurs à tous les autres habitants de votre immeuble. Ah oui. Parce Mais qu'en fait, normalement, et surtout en Ile-de-France, vous ne devriez pas avoir un problème comme parce qu'en celui-là. fait, nous, si vous voulez, on est quand même dans un coin où il y a 3 fois rien quoi, au niveau réception. On leur a déjà demandé et apparemment, ils sont sans réponse quoi. Bon, alors si ça durait vraiment au-delà de... Donnons-nous quelques jours encore, hein, nous ne sommes que lundi à la veille de l'extinction de l'analogique. Si dans quelques jours ça durait, vous commencez en saisissant l'organisme qui s'appelle France Télé Numérique, vous avez reçu plusieurs dépliants à votre domicile de cet organisme, qui est un organisme public qui accompagne au profit des habitants le passage à la diffusion numérique, et c'est eux qui... soit avec un antenniste, soit le cas échéant, si le problème était plus compliqué, en liaison avec le CSA et un organisme public aussi qui s'appelle l'Agence nationale des fréquences, essaierait d'identifier les causes de brouillage. Mais on trouvera une solution. Michel Boyon, le rôle du CSA dans ce passage au numérique, quelle est son importance? Quel est son rôle exactement? Le CSA a d'abord sélectionné les candidats. Il l'a fait en 2003. Je veux dire qu'à titre personnel, je n'étais pas au CSA à l'époque. J'avais établi un rapport à l'intention du gouvernement sur l'opportunité de la TNT. On m'avait demandé, c'était à l'été 2002, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de lancer la TNT en France, parce qu'il y avait une expérience britannique qui était un peu foireuse, et puis des interrogations chez les ministres. Alors, le Premier ministre de l'époque, qui était M. Raffarin, m'avait demandé d'apporter une réponse à cela. J'ai dit, il faut donner sa chance à la TNT. C'est plus aujourd'hui à l'État de dire aux gens comment ils doivent regarder la télé, c'est à eux de choisir. Le gouvernement a dit donnons sa chance à la TNT, et le CSA a d'abord organisé les fréquences, planifié les fréquences, et ensuite il a sélectionné les candidats, et enfin fixé le calendrier. Alors on parle de la TNT. La TNT, Bérengère Lafitte, 22 ans, vous venez de Reuil-Malmaison, et vous avez une question sur la TNT. Une question assez large. Je voulais vous demander une définition réelle de cette TNT, de cette télévision numérique terrestre, car beaucoup d'entre nous en parlent, mais sans réellement savoir de quoi il s'agit. Alors, en fait, l'expression aujourd'hui a pris un double sens. La TNT, normalement, c'est un procédé technique. C'est-à-dire que c'est un mode de transmission d'images et de sons et jusqu'au récepteur de télévision. Et puis on parle aussi aujourd'hui de la TNT dans un sens qui est plus un sens de chaîne. C'est-à-dire qu'on fait allusion aux chaînes diffusées sur la TNT. Et notamment, troisième sens, ce qu'on appelle les nouveaux entrants, les nouvelles chaînes, c'est-à-dire ces chaînes qui ont été choisies par le CSA à partir de 2005, mais qui n'étaient pas auparavant diffusées en analogique. Donc il faut bien préciser de quoi on veut parler. Par rapport à votre question, l'objectif fixé par la loi, à la fin de l'année 2011, la fin de cette année, 100% des Français doivent pouvoir recevoir les chaînes de la TNT. Et parmi eux, 95%, et ce sera en fait davantage, doivent pouvoir la recevoir par le procédé TNT, c'est-à-dire par l'antenne en forme de râteau installée sur le toit de la maison. Satisfait, Bérengère? Satisfaite. Alors on va passer, vous savez, il y a de nombreuses régions qui sont déjà passées au tout numérique avec succès. Alors que va-t-il se passer cette nuit pour l'Île-de-France? Voici les réponses à vos questions.
Le passage au tout numérique a commencé en Alsace le 2 février 2010. Il s'effectue région par région jusque fin 2011. Aujourd'hui, toute la moitié nord de la France est déjà passée au tout numérique, à l'exception de l'Île-de-France. C'est au tour de la région parisienne ce soir. Demain, ceux qui ne seront pas équipés en adaptateur TNT ou d'un poste avec TNT intégré verront un écran noir. Les seuls à ne pas être concernés sont ceux qui reçoivent la télévision par la fibre, l'Internet ADSL ou le câble. À Paris, c'est la Tour Eiffel qui émet et continuera à émettre. En province, en revanche, il faut parfois réorienter l'antenne vers le nouvel émetteur. Après l'Île-de-France, ce sera le sud de la France, région par région. Des territoires plus compliqués du fait d'un terrain accidenté qui crée des zones blanches. Des zones dans lesquelles vous ne pourrez recevoir la télévision que par une antenne parabolique. Pour cela, des aides financières et techniques sont mises en place. Michel Boyon, on va encore parler du calendrier et c'est à nouveau Bérangère Lafitte qui va vous poser une question. Alors je voulais savoir si votre projet couvrait uniquement la France métropolitaine ou également la France d'outre-mer. Et si votre projet, cela allait se passer en même temps? Alors, les choses n'avaient pas été prévues tellement pour cela, mais c'est le CSA qui a beaucoup insisté pour que l'outre-mer ne soit pas à la traîne. Et donc à la fin de l'année 2011, il y aura également arrêt de la diffusion analogique de la télévision outre-mer. Et la TNT, elle est en place depuis le mois de novembre 2010. Dans chaque département, dans chaque collectivité d'outre-mer, il y a des chaînes, un ensemble qui forme 9 ou 10 chaînes selon les collectivités, qui sont diffusées en numérique par la voie hertzienne, c'est-à-dire avec l'antenne râteau. Donc l'outre-mer ne sera pas à la traîne et le CSA est très fier de la pression qu'il a exercée dans ce domaine pour que les choses se passent comme en métropole. Mais la question était de savoir aussi si tout le monde serait servi en même temps ou si le dom-tom devrait attendre. Depuis le mois de novembre, tout l'outre-mer français peut recevoir la TNT et à la fin de l'année 2011, tout l'outre-mer perdra la diffusion analogique. Donc avec quelques mois de retard par exemple par rapport à l'Île-de-France, mais exactement à la même date que la dernière région métropolitaine, qui est Languedoc-Roussillon, a abandonné l'analogique. Personne n'est oublié. Non, sauf les pingouins de la Terre Adélie. Bon, ça viendra. On leur pardonne. Nous avons maintenant une question de Michel Graciano. Michel, vous habitez Créteil, vous avez 50 ans. Il n'y a pas que l'antenne râteau, il y a aussi des problèmes de parabole, réception par câble, réception par ADSL. Vous avez une question sur la parabole. Tout à fait. Bonjour Monsieur Boyon. J'ai une question à vous poser. Je possède une parabole. Est-ce que je suis concerné? Et si oui, qu'est-ce que je dois faire? Rien. C'est rapide. La réponse. Rien. Impeccable. Vous continuerez donc à recevoir les émissions exactement comme avant. Vous avez même un petit avantage par rapport à ceux qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau, c'est que ce soir, pour vous, rien ne s'arrêtera. Alors que pour les gens qui reçoivent par l'antenne râteau, il va y avoir quelques heures d'interruption. Donc vous serez un privilégié, vous regarderez la télévision cette nuit, et les autres, eh bien, ils iront le Parisien. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour ceux qui sont abonnés à la télévision par ADSL, c'est-à-dire au débit, ou par le câble, comme Michel? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ils n'ont rien à faire. Déjà, ils sont entièrement numérisés. Ils n'ont pas acheté d'adaptateur? Non, normalement, tout est fait, sauf pour quelques personnes, mais elles sont vraiment très peu nombreuses, mais on peut en dire un mot, parce qu'il ne faut que personne soit laissé sur le bord du chemin. C'est des personnes qui recevraient par satellite analogique ou par câble analogique. Alors, elles n'ont rien à faire pour l'instant, ces personnes. En revanche, mais ça, leur opérateur les préviendra, il faudra que le moment venu, lorsque s'arrêtera le câble analogique et le satellite analogique, elles achètent, elles aussi, un petit adaptateur. Ils auront peut-être changé de téléviseur entre-temps, le problème ne se posera plus. Alors Michel Boyon, il y a une personne qui est un peu inquiète parmi nos invités, mais c'est une inquiétude qui est partagée par tout le monde. Denise Lazzaro, bonjour. Bonjour. Vous avez 61 ans et vous vouliez poser donc une question qui fait peur. Tout à fait. Ben, si j'allume ma télé demain matin et qu'il y a un écran noir, qu'est-ce que je fais? À quelle heure l'allumerez-vous? Est-ce que vous êtes insomniaque? Non, mais qu'est-ce que je fais? S'il y a un écran noir, que peut-on faire? Normalement, demain matin, à partir de 8 h, mais en fait ce sera plus tôt, 93% des habitants de la région regarderont la télévision numérique. 93%. Ce sont ceux qui pourront la recevoir. Ce sont ceux qui sont couverts par un grand émetteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un grand émetteur? Dans la région d'Île-de-France, il y en a deux. Il y a l'émetteur bien connu de la Tour Eiffel qui dessert plus de 3 franciliens sur 4. Et puis il y a un émetteur à Mantes. Et puis après, dans la journée de mardi, on va allumer les 47 autres émetteurs
qui couvrent la région parisienne, qui sont donc des émetteurs de beaucoup plus faible puissance. Alors il y en aura 22 qui seront mis en service mardi et 25 mercredi. Alors ou bien vous êtes desservi par un grand émetteur et donc vous pourrez regarder la télé tranquillement mardi matin, ou bien vous êtes couvert par un émetteur secondaire et selon qui sera mis en service mardi ou mercredi, vous recevrez la télévision à ce moment-là. Si vous n'avez rien mercredi soir, là, il faut commencer à s'inquiéter sérieusement. Très bien. Au Merci. niveau de la télécommande, qu'est-ce qu'on va faire sur sa télécommande pour ceux qui en ont vraiment besoin, qui ne savent pas quoi faire? Vers qui est-ce qu'ils peuvent s'adresser? Oui, parce que Michel Boyon, il ne suffit pas, avec la réponse que vous avez donnée à Denise, d'allumer son téléviseur, mettons, à 8 h du matin, si on dépend de l'antenne de la Tour Eiffel, pour recevoir la chaîne. Il faut faire quelque chose. Alors il faut faire quelque chose, sauf si Denise est déjà numérisée. Est-ce que vous recevez la TNT dès aujourd'hui? Ben, on a le... Comment ça s'appelle on a les chaînes déjà avec la Lovebox, comment qu'on dit? La Lovebox. Oui. Ah bah alors, donc si vous avez- Non, mais il y en a qui n'ont pas, je parle pour l'ensemble de... Alors, dans ceux qui n'ont pas de télévision par DSL ou par câble ou par satellite, il y a vraiment deux catégories. Il y a ceux qui regardent déjà la TNT, parfois sans savoir qu'ils l'ont. Hein, et puis il y a ceux qui, en revanche, ne l'ont pas du tout. À l'heure actuelle, il faut quand même bien dire les choses, il n'y a que 4% des habitants de la région qui dépendent exclusivement de l'analogique. Les 96 autres % reçoivent ou peuvent recevoir, s'ils le veulent, le numérique. Justement, Xavier avait une question à ce sujet. Oui. J'aurais voulu savoir quels moyens existeraient au niveau de mettre en œuvre et en cas de non-réception de la TNT, par exemple. Bah, la première chose à faire, c'est d'appeler cet organisme dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle France Télé Numérique, celui qui a diffusé quand même 8 millions de dépliants dans l'ensemble de la région. C'est-à-dire que chaque foyer a reçu au moins 2, voire 3 documents établis par cet organisme. On l'appelle, comme beaucoup d'autres l'appellent. Vous savez combien de personnes ont appelé France Télé Numérique depuis le 1er janvier? Dans la région, je parle uniquement de 150 000. Donc il y a déjà 150 000 personnes qui ont appelé pour dire mais alors qu'est-ce que je vais avoir à faire ce mardi? Est-ce que j'ai droit à des aides financières? Comment est-ce que je fais pour en bénéficier? Et on attend en gros, à la lumière des expériences des autres régions, on attend environ 150 000 appels ce mardi et ce mercredi. Donc c'est cet organisme-là qu'il faut appeler en premier et normalement tout devrait se régler. Et Michel Boyon, au matin du basculement du numérique, qu'est-ce quand les gens appellent centrale téléphonique? C'est un appel local, sinon la conversation est gratuite. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? C'est j'ai pas la télé, j'ai un écran noir, alors que j'ai une antenne râteau, j'ai tout fait pour l'avoir. Quelles sont les questions qui reviennent? Alors, il y a deux catégories de questions qui reviennent. La première, c'est je me suis déjà équipé, ou je suis en retard, je me suis pas encore équipé. Quelle est l'aide financière dont je peux bénéficier de la part de l'État? Ça, c'est la première série de questions. Deuxième série de questions, j'arrive pas avec ma télécommande à remémoriser les chaînes, qu'est-ce que je dois faire? Et les gens qui sont dans le centre d'appel, qui sont formés, ils sont très nombreux. Il y en aura 600 qui seront mis à la disposition des franciliens pendant les jours qui viennent, ont différents modèles de télécommande sous les yeux, ils prennent la bonne télécommande et guident de manière très très précise le téléspectateur dans la remémorisation des chaînes. Et ayant assisté à cela dans d'autres régions, je peux vous dire que ça marche. Alors il y a des cas désespérés, il y a ceux qui même par le téléphone n'y arrivent pas. À ce moment-là, il y a un autre dispositif qui se met en place, mais qui se met en place tout de suite, c'est une aide à domicile. La Poste a formé 1600 agents, 1600, qui vont aller au domicile d'un certain nombre de personnes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes isolées, et qui vont les aider soit à brancher leur adaptateur si l'adaptateur n'est pas bien installé, soit jouer de la télécommande pour remémoriser les chaînes. Alors Michel Boyon, vous l'avez dit, beaucoup de questions quand même se posent sur ce qui est mis en place pour accompagner ce changement. Vous les avez peut-être vus ces dernières semaines dans vos départements, des bus et des équipes de Tous au numérique qui viennent à votre rencontre afin de vous venir en aide et de répondre à toutes vos questions. Aurélien Romano est allé à leur rencontre. Le terrain, sur les marchés, la solution la plus efficace pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. La population visée, les seniors. Ce sont ceux qui craignent le plus les éventuelles contraintes techniques. Ah, d'accord. Voilà. C'est déjà plus clair. L'occasion de rappeler des choses qui paraissent évidentes. Les prises Péritel existent sur les télévisions depuis 1981. Et aussi d'expliquer la procédure à suivre le jour du passage au tout numérique, le 8 mars, demain.
Donc, on va dire que vous avez allumé votre adaptateur et vous avez donc une chaîne de télévision. D'accord? Bon. Vous allez appuyer sur la touche menu de la télécommande. C'est tout un dispositif éprouvé en province, dans les régions déjà passées au tout numérique, que France Télé Numérique a mis en place, Spot TV, affichette, courrier, standard téléphonique et terrain. C'est aussi tout un service après-vente qui est mis en place après le passage au tout numérique pour aider les personnes âgées à effectuer les réglages techniques. Le but est d'éviter l'écran noir. Selon les estimations, 210 000 foyers franciliens ne sont pas encore équipés. Alors je vous rappelle le numéro de téléphone si vous avez besoin, 09 70 818 818. Michel Boyon, vous aviez une question à poser à Michel. Oui, je voulais savoir si Michel avait rencontré les équipes de France Télé Numérique, soit sur le marché qu'il fréquente habituellement, si j'ai bien compris, soit ailleurs, dans la rue, à la sortie du métro ou du RER. Non, tout à fait, M. Boyon. Je les ai rencontrés donc effectivement sur le marché de Créteil-Village. Ouais. Bon, effectivement, donc ils m'ont donné, ils donnaient donc effectivement plein de prospectus. Ils expliquaient aux personnes qui avaient plein de questions à poser. Ils étaient assez débordés d'ailleurs. Bon, mais vous avez posé des questions ou vous êtes simplement venu voir comme ça? Non, en faisant mon marché, je les ai rencontrés et puis le prospectus est très clair si vous voulez. Donc effectivement, étant donné que je suis bien équipé aussi, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, donc effectivement, je n'ai pas eu besoin, si vous voulez, d'aller vers eux pour avoir. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que ce qu'ils disaient était clairement compris de la personne qui les interpellait? Tout à fait. Ils maîtrisaient bien leur affaire. Ils maîtrisaient bien le sujet, dans un premier temps. Et deuxième temps, après que la personne ait posé la question et a eu sa réponse adaptée, effectivement, elle repartait souvent avec le sourire. Alors tout va bien. Bérangère, vous aviez une question aussi. Oui, juste, quels sont les professionnels aptes à installer une TNT? Ce sont soit des gens qui sont des vendeurs d'appareils de télévision, soit des antennistes. Et les antennistes et revendeurs de télévision sont labellisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu imposer le label, mais à ceux qui le voulaient, c'est la très très grande majorité des professionnels, ils ont souscrit une charte. Dans cette charte, ils s'engagent à respecter la volonté du téléspectateur et à ne pas faire d'esbrouf, à ne pas faire d'arnaque. Il y a eu des problèmes, il ne faut pas le cacher. Il y a des gens, ceux qui n'ont pas signé ces chartes de bonne conduite, qui ont cherché à abuser un peu de la situation de certaines personnes âgées ou qui comprenaient mal ce type de problème. Heureusement, ça remonte assez vite et on peut intervenir. C'est absolument écœurant comme procédé, malheureusement, c'est ce que l'on voit dans tous les domaines de la vie professionnelle. Mais nous avons la conviction que ça a été très très rare. Et là aussi, plus rare que ce que l'on aurait pu craindre un peu au début du processus. Alors, je rappellerai, Michel Boyon, une seule chose, c'est que si vous avez encore des questions, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site internet de Public Sénat et du Parisien. Des experts répondront à toutes les questions que vous voulez. Alors nous avons aussi, en complément de ce que vous venez de dire, une question de Xavier Noisilier au sujet des personnes âgées qui sont aussi très perturbées par ce problème technologique. En fait, j'aurais voulu savoir s'il existerait vraiment un accompagnement pour les procédures justement d'installation de la TNT en fait. Est-ce qu'il va y avoir, pour chaque foyer, est-ce que ça sera vraiment par tranche ou non, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour les personnes âgées de plus de 70 ans, dès qu'elles en font la demande, elles peuvent bénéficier de l'intervention d'un agent de la Poste en Ile-de-France pour venir les aider à brancher leur adaptateur ou à sélectionner, à retrouver les chaînes. Non, là aussi, c'est un dispositif qui fonctionne bien. Je l'ai vu en province. Je suis allé plusieurs fois, chaque fois quand il y avait des passages à la diffusion numérique, comme c'est le cas ce soir en Ile-de-France. Et j'étais assez bluffé, je ne le cache pas, de la manière dont ça se passait. J'ai rencontré des personnes à leur domicile, des personnes âgées. Mais Michel Boyon, à qui on fait la demande? Quand on ne sait pas à qui s'adresser, où est-ce qu'on téléphone, où est-ce qu'on va? Toujours au même numéro de téléphone que vous allez rappeler. 09 70 818 818, c'est un numéro très important, n'hésitez pas à téléphoner sur les conseils de Michel Boyon si vous voulez. Et les mairies ne s'occupent pas de ça. Oh, là, on peut s'adresser aux mairies, on peut s'adresser à des centres d'action sociale, mais le plus simple est quand même de s'adresser au numéro qui a été indiqué. Il n'y a pas de risque de saturation sur cette centrale téléphonique? On a atteint pour les dernières régions des délais de réponse absolument extraordinaires où l'attente ne dépassait pas 5 secondes. Je ne connais pas beaucoup de centres d'appel où ça ne dépasse pas 5 secondes. Et là, on a prévu très très grand, puisque, comme je vous l'ai dit, on s'attend à 160 000 appels mardi et mercredi. Tout à l'heure, vous nous parliez des aides financières. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point et le détailler un petit peu plus? Alors, il y a deux catégories d'aides.
Il y a des aides pour les personnes qui sont dans une zone couverte par la TNT. La TNT arrive, mais elles ont besoin soit de s'équiper en achetant un adaptateur ou en souscrivant un abonnement satellite câble ADSL, soit en effectuant des travaux sur leur antenne. Lorsqu'il s'agit de l'achat d'un adaptateur, il y a une aide qui est une aide forfaitaire de 25 €. Ça coûte combien d'adaptateurs, Michel? Et on en a à partir de 20 €. Alors si on prend des adaptateurs très sophistiqués, qui peuvent aussi être enregistreurs, faire du multimédia, ça peut aller jusqu'à 80 ou 100 €. C'est pas la peine d'aller aussi loin, très franchement. L'aide pour l'antenne, c'est une aide qui est de 120 €. Et puis alors il y a un cas particulier, mais qui va jouer, je crois, pour une trentaine de foyers seulement sur les 4 800 000 foyers d'Île-de-France, qui est les gens qui recevaient la télévision avant et qui vont se trouver ce mardi en zone d'ombre. 30 foyers. Alors ceux-là, eh bien, ils vont avoir droit à une parabole qu'ils vont faire installer et l'État leur donnera 250 €, ce qui couvre à peu près les frais d'acquisition et d'installation de la parabole. Non, c'est vraiment un bon système, un bon dispositif. Donc ça fait tout ça, ça fait des dépenses. Au sujet des dépenses, Denise a aussi une question. Oui, je vais poser une question à Monsieur le Ministre. Avec le passage au tout numérique, notre redevance télé va-t-elle augmenter ? Mais pas du tout. Alors, je ne suis pas habilité pour vous répondre à ce sujet, parce que c'est le gouvernement et le Parlement qui fixent le taux de la redevance. Et le CSA est une institution indépendante du gouvernement, indépendante du Parlement, et n'a pas de pouvoir financier. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que depuis la réforme de l'audiovisuel public il y a 2 ans, on a posé le principe d'une indexation de la redevance sur le coût de la vie, sur l'inflation, comme on dit. Je trouve ça très bien. Parce que la redevance était restée bloquée pendant plusieurs années. Et franchement, pour les chaînes publiques, France 2, France 3, toutes les chaînes de France Télévisions, c'était quand même pas une très très bonne situation. Maintenant, elle est indexée sur le coût de la vie. Je n'ai pas entendu parler d'un autre projet parce que le financement de France Télévisions est aujourd'hui assuré dans de très bonnes conditions. Donc il n'y a pas de raison d'aggraver le montant de la redevance. Je vous indique en passant que notre redevance est quand même une des plus faibles d'Europe. Puisqu'elle est de 120 € aujourd'hui, alors qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne, on flirte avec les 200 €. Michel Boyon, on va rester dans les finances et les coûts. Michael Breton, vous avez 36 ans, vous habitez à Asnières et vous avez donc une question sur ce thème. Bonjour Monsieur Boyon. Vous nous parlez depuis le début de l'émission de mise à jour des émetteurs, de techniciens, de 600 personnes au centre d'appel, de 1600 personnes à la poste qui vont aider les gens à basculer dans le numérique. Au final, le passage au tout numérique, ça coûte quoi? Et surtout, qui paye? Les collectivités? Nous? Ceux qui payent, c'est essentiellement les chaînes. Les chaînes de télévision financent le passage au tout numérique. C'est elles qui financent la mise en place du réseau d'émetteurs numériques. Ce que l'État et les chaînes payent en plus, c'est le dispositif d'information et d'accompagnement du passage au tout numérique, c'est-à-dire de l'opération de cette nuit, et rien de plus. Mais c'est l'État et les chaînes qui sont associés à cela. Pour le reste, c'est les chaînes de télévision, les anciennes et les nouvelles, qui financent le fonctionnement du réseau d'émetteurs. Et le budget de l'État, c'est la question, monsieur, n'est pas-t-il... On va puiser dedans ou pas pour financer tout ça? Tout ça a été prévu par la loi depuis plusieurs années. Le fameux organisme dont nous donnons le numéro de téléphone inlassablement va bénéficier au total d'environ 330 millions d'euros pour l'ensemble des activités d'information et d'accompagnement du public, plus un certain nombre de travaux à effectuer par ailleurs. S'il est financé à peu près pour moitié par les chaînes de télévision et pour moitié par l'État pour certaines actions, totalement par l'État pour d'autres. Est-ce que ça a un coût par rapport à l'Europe? Est-ce qu'on est plus cher, moins cher que d'autres pays européens ou pas? Alors on est plus cher, mais tant mieux. Parce que la France est le pays qui fait le... Mais je dis tant mieux, parce que la France est le pays qui fait le plus d'efforts pour informer la population et pour aider les personnes qui pourraient se trouver dans une position personnelle plus difficile à passer au tout numérique sans difficulté. Il y a des pays dans lesquels il n'y a aucune aide publique et où tout se passe aux États-Unis. Oui, se débrouiller, c'est ça que vous voulez dire. Aux États-Unis, on est passé pour les 250 millions d'habitants. Le même jour, ou plus exactement la même nuit, au tout numérique, on a arrêté la diffusion analogique. C'est la marche ou crève là-bas, hein?
Ah ben, c'était exactement ça. Alors, il y a eu quelques États des États-Unis qui ont distribué un petit peu d'argent, mais les autres disaient, vous vous débrouillez. Alors, il y a eu 10 millions de foyers qui se sont retrouvés sans télé du jour au lendemain. Mais ça, c'est la méthode américaine et c'est l'état d'esprit américain. Les gens ont pas râlé, ils ne sont pas tournés vers l'État, ils ont acheté leur petit adaptateur. Mais si on se rapproche un adaptateur. petit peu plus de notre continent, sur l'Europe, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on est en retard, nous, par exemple, sur la France est-elle en retard? Alors, en calendrier, non. Sur l'Allemagne, l'Espagne. On n'est pas en calendrier. Il y a eu une décision européenne, une décision de l'Union européenne. Tout le monde doit être passé à la TNT en 2012. Donc nous aurons fini avant 2011, on sera dans les clous. Il y a déjà des pays qui ont complètement basculé vers le tout numérique, c'est l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas. Puis il y en a d'autres qui sont, l'Italie est en cours. Enfin tout le monde aura, sauf peut-être la Roumanie, tout le monde aura fini au premier semestre 2012. Bon, la France n'est pas en retard, il fallait le préciser quand même. Et c'est elle qui fait le plus d'efforts pour informer les habitants et pour accompagner les habitants qui sont en difficulté. Mais il faut le rappeler, ça a un coût et c'est ce que disait Michael tout à l'heure. Ils veulent aller avec une question supplémentaire ou plus loin. Oui. Bon, le passage au tout numérique va se faire, il s'est déjà fait largement en France, un peu imposé. Avec l'évolution des technologies, on parle de nouvelles chaînes, les chaînes plus pour la fin de l'année, on entend parler de TNT 2.0 pour 2012-2013. Ne va-t-on pas nous imposer d'ici quelques années un nouveau mode de diffusion, donc l'achat d'un nouveau décodeur ou d'une nouvelle télévision? À brève échéance, il ne se passera rien. Après, on ne peut pas arrêter le progrès. Et nous ne savons pas ce que sera le progrès. Vous dites, on nous impose la TNT. Moi, je veux bien, mais c'est comme s'il y a 30 ans, vous m'aviez dit, on m'a imposé de passer du 110 volts au 220 volts. Vous auriez été, vous êtes beaucoup trop jeune, évidemment, vous n'avez pas vécu cette opération, mais je n'ai pas entendu beaucoup de gens qui, après coup, regrettaient qu'on leur ait imposé le 220 volts à la place du 110 volts. Donc ne voyons pas les choses comme une contrainte, ne les voyons pas comme une obligation. Tout à l'heure, dans le reportage, on nous disait le passage à la TNT, il a deux gros avantages. D'abord, une meilleure qualité d'image et de son, ça c'est incontestablement, avec la petite réserve qu'indiquait tout à l'heure M. Noisillet. Et deuxièmement, ça permet d'accéder, par exemple, à 19 chaînes gratuites. Ça permet d'accéder, pour la première fois, à des chaînes en haute définition. Ça permet d'accéder à des chaînes locales, franciliennes. Dans les 19 chaînes gratuites, il y a 2 chaînes d'infos continues. Il y a Public Sénat et l'ensemble de la chaîne parlementaire. Il y a une chaîne musicale. Il y a Gulli, la chaîne pour les enfants. C'est quand même une offre extraordinaire. La TNT, elle offre des horizons nouveaux aux téléspectateurs. Donc il faut quand même en voir le bon côté. Et puis le troisième bon côté, c'est que on va utiliser moins de fréquences pour la télévision et les fréquences rendues disponibles, on va pouvoir les utiliser à autre chose. Alors à quoi? Pour de nouveaux services audiovisuels, soit de nouvelles chaînes, soit des services à la demande, vidéo à la demande, télévision de rattrapage, soit pour l'Internet haut débit, pour lequel la France a encore un certain retard. Justement sur la radio, Michel est très inquiet parce qu'il ne peut pas écouter la radio sur sa télévision. Voilà, parce que donc, effectivement, mon adaptateur TNT, entre autres, est équipé pour recevoir donc la radio TNT, la radio numérique, et je ne peux pas la capter. Comment ça se passe? Ah ben je sais, je suis incapable Comment ça peut arriver, Michel? incapable de répondre à votre question, je suis navré. Non, parce que vous parlez de la TNT télévisuelle, bien entendu, mais vous êtes aussi concerné, je suppose, par la radio numérique. La radio numérique terrestre, mais elle n'existe pas encore, malheureusement. La seule radio numérique qui existe. Voyons cette radio numérique terrestre. Je sens que vous allez beaucoup me contrarier en posant cette question parce que je ne peux pas donner de réponse aujourd'hui. Il y a d'ailleurs, le Premier ministre a confié une mission à M. David Kessler qui doit déposer dans les jours qui viennent ses conclusions sur le lancement de la radio numérique terrestre. Moi, je suis très inquiet, je ne le cache pas, assez mécontent du comportement de grands opérateurs de radio qui, aujourd'hui, freinent sur le lancement de la radio numérique terrestre parce qu'ils se disent probablement que ça va modifier les conditions de la concurrence avec d'autres opérateurs, et je crois que c'est pas bien. Je crois qu'il faut avoir une vision constructive des choses, ne pas faire du malthusianisme, ne se pas recroqueviller sur des positions acquises, mais au contraire avoir un vrai projet pour la radio. Moi, je n'arrive pas à penser que dans 40 ans, la radio soit le seul média qui continue d'être regardé en modulation de fréquence, c'est-à-dire en analogique, alors que tout le reste sera passé au numérique. On vous sent un petit peu en colère sur ce point. Oui. Je ne le cache pas, parce que je pense qu'il y a un certain aveuglement, parfois même une certaine
On n'est pas loin de la mauvaise foi, dans les arguments invoqués en tout cas. Alors il y a une autre chose qui a fait un flop, c'est la TNT payante. Il y a aussi des chaînes TNT payantes, en plus des bouquets payants. Et il y a justement une question de la part de Dalia à ce sujet. Voilà, justement, je voulais savoir si au vu des succès pour le moins mitigés de la TNT payante, vous pensiez qu'elle avait encore aujourd'hui un avenir. En tout cas, ce que fait le CSA, c'est d'essayer de lui donner une nouvelle chance. Nous sommes préoccupés par cette question. Il y a plusieurs explications possibles et au fond, on ne sait pas quelle est la bonne. Parce que certains disent, quand on a envie d'une chaîne payante, eh ben, on n'hésite pas à s'abonner au câble, au satellite ou à la DSL. Il y en a d'autres qui disent au contraire, non, non, la télévision payante, ça reste encore très mystérieux pour beaucoup de Français. Et donc si ça leur arrivait en même temps que la TNT gratuite, ça peut motiver quelque chose. Je constate qu'en Espagne, où la TNT est en place aujourd'hui, on vient de décider de lancer des chaînes de TNT payantes pour la première fois, alors qu'avant elle était uniquement gratuite. Donc en Espagne, en tout cas, on y croit. Ce que nous avons fait au CSA depuis 1 an, c'est dans le cadre d'un processus très approfondi avec les professionnels, c'est d'essayer de créer les conditions d'une relance de la TNT payante. On a organisé des rencontres, d'ailleurs au Sénat à ce sujet. On a avancé sur la question et nous avons, au mois de décembre, autorisé le lancement d'une nouvelle chaîne de TNT payante, qui est la chaîne de la Ligue de football professionnel, qui s'appelle CFoot, et qui peut être un signe d'une relance de la TNT payante. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a peut-être pas mis pour la commercialisation de la TNT payante tous les efforts auxquels on aurait pu s'attendre. Oui, est-ce que c'est la principale raison, on va dire, de l'échec? Parce qu'implicitement, c'était ce que disait la lectrice du Parisien. Ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la seule raison, cette absence de moyens, ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce que l'offre de la TNT payante était insuffisamment forte pour attirer les gens par rapport aux bouquets payants par ADSL, câble ou satellite? Il y a les deux raisons, Marc Pellerin, il y a les deux raisons. Je ne sais pas quelle est la raison déterminante. Je pense quand même que la commercialisation n'a pas eu lieu de manière dynamique. On a été un peu frileux sur ce sujet. Je pense aussi que l'offre n'était pas suffisamment attirante, n'était pas suffisamment attractive. C'est pour ça que la chaîne de la Ligue du football professionnel est peut-être l'occasion de relancer la TNT payante. En tout cas, nous continuons à y croire. Et puis si finalement les Français ne répondent pas, ben tant pis, c'est le marché qui aura choisi. Mais à ce moment-là, il n'y a qu'à les supprimer tout de suite, les fréquences, et les donner à des fréquences gratuites. Oui, mais il y a des gens qui croient dans la télé payante et qui ont très envie de continuer à les exploiter, ouais. Par exemple le groupe Canal+. Il n'y a pas une question très politique là-dedans? C'est-à-dire? Entre politique et économie, on sait qu'il y a des grands groupes qui sont là et qui veulent absolument avoir ces chaînes payantes. Alors, non, très franchement, non, ça ne se présente pas. Alors Michel Boyon, qu'il y a des petits groupes qui réclament leur place. Les petits groupes, ils réclament plutôt des chaînes gratuites que des chaînes payantes. Bien entendu. Alors on va passer sur une partie un peu plus sur l'éditorial, sur le programme des télés et l'avenir de cette télévision avec une question de Michael. Oui, tout à fait. Lors du lancement de la TNT en 2004, donc il y avait 19 nouvelles chaînes, donc c'était très bien. Il y avait un contenu éditorialiste très précis. Je prends l'exemple de Direct 8, qui s'engageait à ne faire que du direct. W9, c'était orienté musique. Bon, 7 ans après, on se rend compte que la ligne peut-être directrice de ce contenu n'est pas là, ou n'est pas respectée. Quelle est votre vision en fait sur ce contenu justement des chaînes? Personnellement, mon sentiment est qu'au final, oui, quelques chaînes se dégagent sur l'information pour les jeunes, Gulli, une télévision pour les enfants, mais que sur des W9, Énergie 12, TMC, NT1, Direct Star, on reste sur un contenu très homogène en fait, et qu'on passe d'une chaîne à l'autre sans vraiment trouver de différence, avec énormément de séries américaines, de rediffusions, et assez peu au final de création. Qu'en pensez-vous personnellement? Alors ce que vous dites est assez vrai, mais en 2003-2004, c'est vrai que certains ont eu une vision un peu idéale, presque angélique de la télévision, en se disant on va pouvoir multiplier les chaînes, on va pouvoir multiplier les opérateurs au nom du pluralisme, on va pouvoir avoir des programmes extrêmement différents. La réalité économique a fait que ce scénario un peu idyllique, il a pris du plomb dans l'aile. La crise économique qui se traduit par une chute très forte des ressources publicitaires des chaînes de télévision est passée par là. Et donc, c'est vrai que beaucoup de chaînes qui s'étaient présentées un peu comme des chaînes très spécialisées ont progressivement évolué.
Alors, elles ont évolué dans les limites qui leur étaient permises par leur autorisation. Et puis, quand elles arrivaient à la limite de l'autorisation, elles sont venues voir le CSA. Elles ont dit, ben voilà, on aimerait faire, par exemple, un petit peu moins de musique, on aimerait être un peu plus généraliste, on aimerait faire un petit peu moins de direct. Et nous analysons toutes ces demandes l'une après l'autre. Mais nous sommes en 2011, 8 ans après. Et en 8 ans, la réalité économique a changé. Alors c'est vrai qu'au fond, nous, on aimerait qu'il y ait le plus possible de chaînes et qu'à chaque chaîne corresponde seulement un opérateur. On se dira, comme ça, le pluralisme sera magnifique. Bien sûr que j'adhérerais volontiers à cela. Le problème, c'est que l'argent, c'est-à-dire la publicité, ne sera pas au rendez-vous. Donc il faut prendre conscience de la réalité économique. Le secteur audiovisuel, les chaînes de télé, les stations de radio, elles sont des entreprises comme les autres. Elles sont confrontées comme les autres au dur-loi de la réalité économique. Oui, il faut peut-être tenir compte des attentes des Français, justement. Vous avez, Dalia, une question à ce sujet. Voilà, donc ma question rejoindra un peu celle de Mickaël. Elle concerne donc les attentes des Français vis-à-vis de la TNT. Donc selon vous, quelles sont-elles? Et est-ce que vous en tenez vraiment compte quant au contenu des programmes? Alors d'abord, les chaînes essayent quand même d'en tenir un peu compte, parce que c'est leur ressource publicitaire, elles dépendent très étroitement de leur audience, donc il faut qu'elles aient un petit peu d'audience quand même pour pouvoir fonctionner. Je vous dirais 2 choses notamment, parce que la question que vous posez, c'est en fait la question essentielle. Nous avons beaucoup parlé depuis le début de cette rencontre, un peu de technique, d'adaptateurs, de téléviseurs intégrés, etc. Mais ce qui compte, c'est de savoir ce que l'on fait de la télévision. Nous, au CSA, nous considérons que la TNT, elle doit être mise au service du téléspectateur. C'est pas un caprice d'ingénieur, c'est pas un gadget, c'est quelque chose qu'on doit mettre au service du téléspectateur. Et je vais employer des formules peut-être un peu plus solennelles, mais dans cette maison, j'ai le droit. Au service de ces valeurs fondamentales qui sont le socle de notre République. Alors, est-ce que cet objectif-là, il est atteint aujourd'hui? La réponse est évidemment non. Il faut quand même bien voir que ces nouvelles chaînes de la TNT, leur équilibre économique est encore extraordinairement fragile. Elles ont des frais très lourds à supporter, en diffusion notamment, et comme elles sont nouvelles, la publicité ne vient pas vers elles au même rythme que pour une chaîne déjà un peu ancienne. Donc elles ont droit à un sursis. Simplement, on s'aperçoit que celles qui se rapprochent de l'équilibre économique commencent maintenant à investir dans la production audiovisuelle. Des chaînes comme W9, comme Énergie font des commandes de fiction. C'est nouveau. Alors qu'auparavant, elles se contentaient d'acheter, comme vous le dites, des séries ou déjà parfois un peu usagées. La seconde réponse, si vous m'y autorisez, que je voudrais faire, c'est de vous rappeler qu'en 5 ans, et alors que tout le monde n'était pas encore équipé, ces nouvelles chaînes de la TNT, celles dont nous venons de parler, que nous venons de citer, elles ont conquis plus de 20% de l'audience de la télévision. Alors, ça a l'air de rien, dire ça, oh, 20%, qu'est-ce que c'est? Mais conquérir en 5 ans 20% de l'audience totale de la télévision, ça prouve bien que ça répondait à une attente. Si ces chaînes étaient vraiment de mauvaise qualité, si elles ne répondaient pas aux exigences du public, ben, elles ne recueilleraient pas, toutes réunies, 20%. Et puis un dernier point. Quand on fait des enquêtes auprès des Français, ils disent tous « Ah, on aimerait avoir beaucoup plus d'émissions culturelles à la télé ». Superbe, on applaudit des 2 mains. Passer une émission culturelle à 1 heure de grande écoute, regarder le lendemain le résultat de l'audience, c'est assez affligeant. Est-ce que, pour prolonger la question de Dalia, les téléspectateurs téléphonent au CSA pour dire, justement, et aller plus loin, ça ne va pas sur la TNT, tout le monde se ressemble, tout le monde court après la ménagère de moins de 50 ans pour financer ses programmes, c'est pas assez différent. Est-ce que les gens rouspètent auprès de vous? Oui, oui, tout à fait. On reçoit ce genre de courrier. Alors, il faut y faire toujours très attention, parce que celui qui est contraire, évidemment, il n'écrit pas. Il n'y a que le râleur ou la râleuse qui écrivent. Moi, je vois toutes ces lettres parce que j'ai pris la décision de signer toutes les réponses. Tout téléspectateur qui écrit, ou tout auditeur de radio qui écrit au CSA, c'est moi qui fais la réponse, et vos collaborateurs pourraient vous dire que je suis plutôt pinailleur sur le degré de précision de la réponse. Alors, il y a des questions qui portent là-dessus, mais elles ne sont pas très nombreuses. À dire vrai, sur les programmes, la question la plus fréquente aujourd'hui reste celle de la violence à la télévision. Justement, Denise, voulez-vous poser cette question? Tout à fait, moi qui est grand-mère, justement, des petits-enfants. Vous qui êtes président du CSA, pourquoi y a-t-il autant de films violents? Certains films sont indiqués moins de 10 ans, alors que pour nous, les parents, les films sont très violents. Y aura-t-il un contrôle parental? Et la question pose concerne à la fois les films et les séries. C'est ça, tout à fait. Beaucoup de violence et...
C'est vrai. Mais c'est mon sentiment personnel, il y en a trop. Maintenant, le dispositif des petits dessins, -10, -12, il fonctionne quand même globalement bien. Lorsqu'il s'agit d'un film, d'un vrai film, c'est le ministère de la Culture, au moment où il donne le visa pour l'exploitation du film, qui fixe la règle, et donc les chaînes reproduisent la règle qui a été fixée par le ministre de la Culture. Pour tout le reste, c'est-à-dire toutes les fictions, les séries, les feuilletons, parfois même, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel, les documentaires, c'est à la chaîne de télévision elle-même de fixer la règle. Alors elle met -10, -12, etc. Mais elle le fait sous le contrôle du CSA. Et s'il apparaît que ça n'a pas été fait de manière conforme à ce qui était souhaitable, le CSA intervient, et s'il y avait des manquements répétés, nous pourrions tout à fait infliger une sanction à la chaîne. Chaque chaîne a créé, à l'instigation du CSA, un comité en son sein qui se prononce, qui visionne, notamment les fictions, parce que c'est là où le problème se pose, qui visionne les fictions pour décider de cela. Il n'y a pas un accord parental automatiquement pour la contrôle, je veux dire, des parents. Après, il n'y a pas de gendarme au domicile des particuliers, au domicile des familles. Donc c'est aux parents d'appliquer la règle, mais qu'ils l'appliquent intelligemment. C'est-à-dire en essayant de faire comprendre aux enfants pourquoi il est préférable que l'enfant ne voit pas le programme. Si on se contente de dire « Ah non, tu as 13 ans, tu ne regarderas pas un -16 », c'est peut-être bien, mais c'est un peu insuffisant. Simplement, il faut lui expliquer. C'est une responsabilité des parents. Et leur expliquer pourquoi il vaut mieux qu'ils ne regardent pas -16 et qu'ils fassent autre chose. Oui, Michel Boyon, les progrès de la technologie, est-ce qu'ils permettent aux parents d'installer un contrôle, puisque c'est interactif comme système, et non au-delà du -10 ans, -12 ans, au-delà du code. Mais ça existe tout à fait. Tous les téléviseurs et leurs télécommandes comportent ce qu'on appelle le verrouillage parental ou le code d'accès parental, qui fait qu'il faut taper un nombre pour pouvoir accéder aux programmes qui sont de classe -12, -16, etc. C'est aux parents de déterminer le niveau à partir duquel le verrouillage parental doit jouer. Et ça fonctionne dans d'assez bonnes conditions. Les enquêtes qui sont faites sur le respect de ces petits pictogrammes, -10, -12, etc., montrent que globalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez bien appliqué. Michel Boyon, on va encore parler des programmes avec Bérangère qui va vous poser une question. Oui, toujours dans le même sujet. Je voulais savoir, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on favorise plus la quantité à la qualité au niveau des chaînes, des émissions et des programmes. Et je voulais savoir si la TNT, avec l'accord du CSA, comptait privilégier et accéder d'autres programmes un peu plus... tout en restant ludique, un peu plus culturel, ouais. Les programmes que les gens réclament mais ne regardent pas. Qui ne font pas d'audience, c'est ça que vous voulez dire? Vous avez peur pour l'audience? La question de la qualité des programmes, c'est vraiment une question difficile, parce que chacune et chacun de nous ont leur opinion sur les programmes. Au fond, dans notre esprit à nous, sommeille un directeur de chaîne ou un directeur de programme d'une chaîne. On sait tous ce qu'il faudrait mettre à 20h15, tout ce qu'il faudrait mettre à 18h45, etc. Et c'est affreusement subjectif. Et puis, chacun a sa sensibilité, ses centres d'intérêt, son degré de modernité ou de pas modernité. Donc c'est une question vraiment difficile. Le CSA est investi par la loi de la mission de veiller à la qualité des programmes. Et la loi précise même qu'il doit faire des propositions pour l'améliorer. C'est vrai que ce travail n'a pas été fait encore avec l'ampleur qu'on pouvait espérer. On ne doit incriminer personne. Il n'y a aucun reproche à faire, mais c'est un constat. J'ai proposé au mois de janvier, à l'occasion de la nomination de nouveaux membres du CSA, que nous créions une commission spéciale consacrée à cette question de l'évolution des programmes, pour analyser notamment comment on peut les faire bouger à la lumière des nouveaux modes de consommation de la télévision. Oui, mais des fois, il n'est pas nécessaire de faire des commissions quand il y a déjà eu des commissions. Mais il n'y en a jamais eu là-dessus. Non, mais pas là-dessus. Mais par exemple, en matière de qualité de programme, il y a une question qui se pose sur la diversité des origines, des populations à la télévision, le reflet de la France en son ensemble. Et on avait justement une question de Xavier à ce sujet. J'aurais voulu savoir si la TNT, selon les moyens de privilégier cette diversité dont tout le monde en parle, est-ce qu'il y aura les moyens? Alors la TNT contribuera puissamment à améliorer les choses. Il y a 2 ans, ou 3 ans même, pardon, le CSA a fait une enquête sur
représentation de la diversité à la télévision, et les résultats de cette enquête étaient affligeants. C'est-à-dire qu'il n'y avait eu aucun progrès par rapport à une enquête précédente qui avait été effectuée 9 ans auparavant. Et vous tapez une sur la table et rien ne change. Ben, c'est pas vrai. Alors si, sur le fait qu'on tape sur le poing sur la table, c'est vrai, que rien ne change, c'est pas vrai. Alors, pour la première lentement. Sinon, il n'y aurait pas la question de monsieur. Ça change beaucoup plus vite qu'on croit sur l'information. Sur l'information, on voit maintenant des visages de journalistes qui sont l'illustration de cette diversité. On voit des personnes dans les micro-trottoirs, des personnes qui sont interrogées, qui sont l'illustration de cette diversité. On voit des sachants, des experts qui sont l'illustration de cette diversité. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Alors pour la fiction, bah oui, c'est un petit peu plus long, mais vous savez, la fiction, c'est comme un pétrolier, hein. Ça met 2 ans à démarrer et 2 ans à s'arrêter. Donc les résultats sont là, nous sommes extrêmement vigilants, et moi je suis très optimiste. Ce n'est pas de l'optimisme benet, ce n'est pas de l'optimisme béat. C'est parce que maintenant, j'ai la conviction que les dirigeants des chaînes ont compris ce que nous leur demandions et pourquoi nous leur demandions. Moi je leur dis juste une chose, si la télévision française ne représente pas la diversité de notre société telle qu'elle est, alors ne vous étonnez pas si demain les jeunes se détachent de la télévision. Et ça, ne serait-ce que pour des raisons... Michel Boyon, on va y revenir. L'avenir aussi, ce sont les nouvelles technologies. Et Michel voulait vous poser une question, notamment sur la haute définition. Oui, quel est le... J'ai une télé haute définition. Qu'est-ce qui va changer via la TNT ? Alors d'abord, on peut recevoir des chaînes en haute définition par le câble satellite, l'ADSL, etc. N'y revenons pas, vous êtes satellisé, donc vous y avez droit. Par la TNT, aujourd'hui, tout le monde peut recevoir 5 chaînes en haute définition. Il y en a 4 qui sont gratuites et une payante. Les gratuites, c'est TF1, France 2, France 3, M6. Et la payante, c'est la chaîne Canal+. Mais précisément, l'un des gros avantages de la TNT, c'est de pouvoir généraliser la haute définition, et la haute définition gratuite, pour toutes les chaînes qui le souhaiteront. Là aussi, ma conviction, c'est que toutes les chaînes de la TNT, gratuites ou payantes, ont vocation à passer à la haute définition, y compris des chaînes d'infos. Je suis frappé qu'aux États-Unis, CNN est maintenant une chaîne en HD, en haute définition. Et ça sera comme le noir et blanc et la couleur. Dans quelques années, on ne supportera plus qu'une chaîne soit diffusée en définition standard et pas en haute définition. C'est l'avenir, mais la 3D, ça c'est la question de Michael. Oui, monsieur Boyon, je voulais parler un peu de l'avenir, du futur. On entend beaucoup parler, on assiste même au balbutiement de la technologie 3D dans l'audiovisuel. On voit le développement des contenus interactifs, donc où le téléspectateur ne devient plus seulement téléspectateur, mais aussi acteur des services, du contenu. Alors, cette TNT va-t-elle évoluer dans ce sens? Va-t-on assister à la diffusion en 3D, diffusion de contenus interactifs, de nouveaux services? La TNT dans 5 ans, avez-vous une idée déjà de à quoi elle va ressembler? J'en ai même trop d'idées, parce qu'elles ne sont peut-être pas nécessairement cohérentes entre elles, et donc je suis extrêmement humble sur le sujet, parce que j'ai un gros défaut, je garde beaucoup de choses chez moi. Grand désespoir des personnes qui partagent mon logement. Et je retrouve des études qui ont été faites, des propos qui ont été tenus avec beaucoup d'autorité par des grands savants et qui disaient « mais dans 2 ans ceci, dans 3 ans cela ». Et ça a été tellement démenti par les faits que moi ça m'amène à être extrêmement modeste. Sur la 3D, je ne pense pas, je vais peut-être me tromper complètement, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment pour demain, en tout cas sur un plan suffisamment fort. La 3D, je pense qu'elle devrait commencer avec des chaînes payantes, me semble-t-il. Je dis peut-être une énormité, peut-être que dans 2 ans, on s'apercevra que tout ceci est faux. Mais je crois plutôt à ça. En revanche, des nouveaux services audiovisuels, et notamment d'interactivité, oui, très certainement. L'interactivité, c'est l'une des vocations de la télé. Bérangère a une question aussi encore sur l'avenir. Oui, comment comptez-vous attirer l'attention des jeunes sur la TNT? Vous ne pensez pas qu'ils sont passés à d'autres vecteurs? Ce que je constate, c'est que les jeunes regardent, contrairement aussi à ce qui est professé avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup d'autorité par des experts, que les jeunes regardent autant la télévision qu'avant, et la regardent autant que les autres. Ce qui n'est apparemment pas le cas de Bérangère et de ses amis, si on comprend bien. Je ne considère pas qu'aujourd'hui, mon entourage, de mon âge, regarde la télévision, non. Vous la regardez différemment. C'est-à-dire que vous regardez
moins en direct et plus avec un décalage. Vous faites de la télévision de rattrapage, c'est de la télé. Vous vous regardez avec la vidéo à la demande, c'est de la télé. Vous faites ce que vos aînés ne savaient pas faire, plusieurs choses à la fois. Vous pouvez en même temps regarder la télévision, tweeter avec vos copines et copains pour faire des commentaires sur le programme que vous regardez et réviser vos cours. Nous, on ne savait pas de faire tout simultanément. Mais les résultats statistiques sont là, et ceux-là, ils sont honnêtes, il n'y a aucune raison qu'ils soient faux. C'est que la consommation de télévision en France ne diminue pas aujourd'hui, elle a même tendance à augmenter. La durée moyenne est aujourd'hui supérieure à 3h30, c'est énorme, 3h30 par Français. Et ce que l'on constate depuis janvier 2010, c'est qu'elle a redémarré pour les 15-24 ans. Alors, je ne dis pas que votre entourage soit atypique, mais je pense qu'on n'a pas la même perception et que les choses sont notamment faussées par le fait que les jeunes regardent beaucoup la télévision sur un écran d'ordinateur, voilà, et donc on a l'impression que c'est autre chose que de la télé. Et là-dessus, Mickaël, je crois que vous vouliez poser une question sur Internet et la façon de consommer sur Internet, peut-être. Aujourd'hui, ce qu'on disait, 80% des jeunes quand même regardent la télévision sur Internet. La télévision, la TNT, va-t-elle pas évoluer non plus vers un accès à Internet où justement on pourra réunir les deux et en plus profiter des services d'Internet directement sur son poste de télévision? Oui, autrement dit, à quoi va servir la libéralisation des fréquences analogiques? Est-ce que ça va développer l'Internet et aller dans ce sens-là ou pas? Des nouveaux services. Est-ce qu'il y aura un nouveau mode de consommation de la télévision? Mais sûrement. Mais il a déjà commencé sous nos yeux, on ne s'en rend pas compte, mais il a déjà commencé. La télévision est en perpétuel changement. J'ai envie de dire un peu comme, vous vous souvenez, sous la monarchie, quand un roi mourait, on disait le roi est mort, vive le roi, parce qu'il y avait un nouveau roi qui était là déjà dès la mort du roi précédent. Mais j'ai envie de vous dire, la télévision est morte, vive la télévision. On est en train aujourd'hui de voir une nouvelle télévision qui se développe. C'est la révolution, pour rejoindre la première question tout à l'heure de Dalia. C'est la révolution de la télévision connectée, on aura tout dans le même écran, beaucoup d'Internet et très peu de télé, ou autre chose pour répondre à la question de monsieur? Ça, c'est l'avenir qui va le dire. Il y a effectivement la possibilité de recevoir avec des téléviseurs connectables à la fois de la télé classique et des images d'Internet. Le téléviseur connectable, ça se répand. On en a vendu 500 000 en France l'an dernier, donc c'est vraisemblablement ce qui va se développer à l'avenir. C'est pas sans danger. C'est pas sans danger, parce qu'il faut bien être conscient qu'en France, notamment, c'est le système de télévision qui assure le financement de la production audiovisuelle et cinématographique, qui assure le financement de la création française. Si demain, grâce aux téléviseurs connectés, les grands studios de cinéma américains envoient directement sur les téléviseurs français leur production, cinéma, film ou bien série ou autre, ça sera autant de moins de ressources pour les chaînes de télé françaises et donc autant de moins d'argent pour la création et la production française. C'est très grave pour l'expression culturelle de notre pays. Il nous reste très peu de temps. Dalia, vous aviez une question aussi. Voilà, c'est pour revenir sur un sujet qui vous agaçait un petit peu tout à l'heure, la radio numérique. Et donc je voulais savoir de manière plus précise quels sont selon vous les véritables blocages. Ben, je crois vous l'avoir dit, le blocage, c'est qu'il y a incontestablement une dépense à assumer. Il faut mettre en place un nouveau réseau, donc ça a un coût. Deuxièmement, pendant un certain nombre d'années, il faudra que les radios payent à la fois la diffusion à FM classique plus ces nouvelles diffusions numériques. Et puis troisièmement, c'est vrai que la radio numérique terrestre répondait aussi à un objectif de permettre à chaque Français d'accéder à plus de radios. Nous, ici, en région parisienne, on ne s'en rend absolument pas compte parce qu'on est hyper privilégiés. On a pratiquement 55 radios en modulation de fréquence à Paris. Il y a quand même un tiers des Français qui n'ont le choix qu'entre 10 radios. 10 radios en 2011, c'est assez discutable. Alors la radio numérique terrestre, elle permettra à tout le monde d'accéder à beaucoup plus de radios. Ça ne plaît pas nécessairement à ceux qui sont déjà dans la place. Michel Boyon, on arrive quasiment au terme de cette émission. Quand vous voyez tous ici nos invités qui sont venus, ces lecteurs du Parisien, peut-être un petit mot de conclusion à destination du public par rapport à ce qui va se passer cette nuit. Alors par rapport à ces nuits, d'abord je le répète, le processus est vraiment bien maîtrisé aujourd'hui et personne ne doit s'inquiéter. Ce que je vois dans les questions qui ont été posées par les personnes ici présentes, c'est un degré de connaissance, de compréhension et j'ai envie de dire de maîtrise des questions audiovisuelles et plus généralement d'ailleurs des questions liées aux communications, à la communication et télécommunications qui sont extrêmement forts et
Par rapport à notre opération de ce soir, ce que je trouve encourageant aussi, c'est que 98% des franciliens savent que la télévision analogique s'arrête. C'était notre mot de conclusion. Évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions sur Internet, sur le site du Parisien, sur le site de Public Sénat. Et on remercie vivement nos téléspectateurs et nos amis qui sont venus ici, nos lecteurs du Parisien. Tout de suite, la suite des programmes sur Public Sénat.